Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs chaque mercredi à midi et demi sur Décideur TV et Madines. Nous sommes en direct pendant 30 minutes, donc allez-y de vos questions, de vos remarques ou même pourquoi pas de vos critiques sur le chat à côté de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous recevons des entrepreneurs à la fibre sociale. Leur entreprise fait partie de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'elle gagne de l'argent, mais également qu'elle apporte une utilité sociale. Arnaud Poissonnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur en 2008 de Babyloan, qui comme son nom l'indique, Babyloan est un site collaboratif de microcrédit, une des premières plateformes européennes, et depuis son lancement, vous revendiquez près de 7 millions d'euros prêtés à des micro-entrepreneurs dans 145 pays. C'est ça les chiffres à peu près ? C'est un peu ça effectivement. Donc Babyloan, c'est une plateforme de financement Oui. participatif. D'ailleurs, c'est l'une des plus anciennes en France. En France, ceux qui ont lancé le financement participatif, c'est My Major Company. Nous, on s'est créé 2 ans après eux, donc on a 5 ans. Et effectivement, on est devenu la plus grosse plateforme en Europe, la 2e plus grosse au monde de ce qu'on appelle de crowdfunding de microcrédit, financement participatif. On va en parler justement, on va voir comment ça fonctionne très concrètement. L'autre invité que je présente également, Henri Fournet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des cofondateurs de Simplon. Simplon, c'est une école de développement web que vous venez de lancer à Montreuil, donc c'est tout récent, et qui propose une formation rémunérée pour des profils qui sont sous-représentés dans l'entrepreneuriat digital. Les filles, les jeunes de quartier populaire, les seniors, les handicapés, c'est ça ? Ouais, j'ai presque plus rien à dire, c'est à peu près ça. Et on ne se revendique pas comme une école, c'est peut-être un petit détail. Mais alors c'est peut-être la différence avec l'école de Xavier Niel, forcément, vous devez entendre souvent parler de l'école 42 absolument. De développement. Il y a beaucoup de différences entre les deux ou c'est le vous battez dans la même... Si on commence par là, effectivement, il y a des différences structurelles et puis aussi dans la stratégie de développement de l'idée. On n'est pas sur une formation d'ingénieurs, on ne cherche pas à former des gens qui soient des ingénieurs, on cherche à former des artisans du web. Donc en gros, des développeurs qui soient capables, après 6 mois intenses, donc c'est une méthode qui a été éprouvée aux États-Unis, ça se fait en 9 semaines. Donc nous, c'est en 6 mois et l'idée, c'est que ces gens-là puissent devenir des créateurs d'applications sur Internet. Donc et puis en termes d'échelle, on est 28 pour l'instant, donc on n'est pas sur des effectifs aussi énormes. Alors messieurs, on a intitulé cette émission « Ces entrepreneurs créateurs de valeur », comme tous les entrepreneurs, mais créateurs de valeur sociale. Vous, c'était important de créer une boîte qui allait au-delà justement de la simple entreprise à vocation économique pure. Arnaud ? C'était... Il y a d'abord un concours de circonstances. Moi, je suis tombé un petit peu dans le microcrédit par hasard. Avant, c'était plutôt le contraire. J'étais banquier de gestion de fortune. On va raconter votre histoire justement après. Et voilà, donc c'est plus un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvé dans le microcrédit, que j'ai eu l'idée de lancer Babyloan il y a quelques années. Cela étant, quand je me suis lancé dans Babyloan, dont je pensais qu'on pouvait le développer sous forme d'une start-up, d'une entreprise, ça m'a renvoyé vers, effectivement, je pense, une sensibilité que j'avais au fond de moi. Quand j'étais gamin, je voulais être prêtre, je voulais sauver le monde, je voulais éradiquer la pauvreté dans le monde. Enfin, moi, j'ai complètement raté, mais voilà, ça a réveillé chez moi, je pense, une sensibilité qui fait que je me retrouve effectivement bien dans mes pompes à faire de l'entrepreneuriat et du social, clairement. Henri, vous aussi, alors vous êtes, c'est votre première boîte, non ? Vous venez de créer alors, là ? moi, à titre perso, c'est la première dans laquelle, donc oui, c'est vrai que c'est bien. Après, dans la team, on est aussi peut-être on parle un petit peu comme disait Arnaud de la génétique, pourquoi est-ce qu'on est branché social et tout ça. On a un espèce de gros vétéran de l'entrepreneuriat qui s'appelle Frédéric Bardot, qui est une espèce de baroudeur qui se trimballe toujours avec son sac à dos et qui est très fervent ou féru d'action sociale. Il a déjà monté des assos autour d'actions en Afrique. Et nous, dans la génétique du projet, quand il a été conçu, il y avait aussi cette idée de non pas toujours donner le pouvoir, entre guillemets, de créer aux mêmes personnes, mais apporter à des gens qui n'étaient pas exposés à ces choses-là, parce qu'on misait sur un public différent, en fait. Et ça passait par ces choses-là. Alors, avant de répondre aux questions des internautes, il y a déjà Michel qui nous pose des questions. Je voulais revenir sur votre parcours, Arnaud, justement, parce qu'il n'est pas banal. Quand on lit votre CV, on imagine qu'à un moment donné, il y a eu un petit changement de cap, on va dire, puisque vous êtes notaire de formation. Vous avez été pendant 12 ans banquier expert en gestion de fortune. Alors là, c'est totalement à l'opposé de ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord, je m'ennuyais un peu dans la banque. J'en avais un peu marre. Moi, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise, donc j'avais ça en tête quand même. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, j'en avais un petit peu marre d'être dans la finance. La finance est techniquement très intéressante, mais je la trouvais humainement pas très intéressante. Et le hasard a bien fait les choses, parce que quand j'ai découvert le microcrédit grâce à l'ONG française Acted, alors en 2005, c'est ça? En 2005, j'ai eu la chance de partir 2 semaines au Tadjikistan. Donc je sortais de mes bureaux calfeutrés, sublimes, avenue Hoche, etc. Et je me suis retrouvé au Tadjikistan à découvrir ce que c'était qu'une ONG. Je ne savais pas ce que c'était qu'une ONG, à découvrir le microcrédit. Et surtout, j'ai été reçu ce jour-là, la première fois que j'ai découvert le microcrédit, j'ai été reçu par Madame Karimov, qui avec 250 balles faisait vivre toute sa famille, son petit business grâce au microcrédit qu'on lui accordait. Et elle m'a reçu pendant un quart d'heure avec des sourires jusqu'aux oreilles, avec des remerciements toutes les 2 minutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pendant 12 ans, moi, je me suis occupé de gens extrêmement fortunés qui me remerciaient jamais, qui me faisaient jamais de sourire. Et la première fois que je vois quelqu'un qui a presque rien, c'est une sorte de grand bonheur autour de l'argent, de ce microcrédit. Et ça a été c'est là où je me suis pris une grande claque dans la figure. Et donc, j'ai décidé de consacrer, j'ai quitté la banque, de consacrer ma carrière au microcrédit. Donc ça, c'était 2005-2006. Et c'est en 2006, quand je travaillais pour Acted, que j'ai découvert le premier site de financement participatif aux États-Unis. On n'a rien inventé, on n'a fait que suivre les Américains, il faut rester modeste. Mais quand j'ai découvert dans un article de journal le fameux site américain Kiva, je me suis dit, punaise, ce truc est incroyable. On a commencé à réfléchir et puis on l'a fait à notre sauce. C'est pas tout à fait la même chose, mais on l'a fait à notre sauce. Et on a lancé Babylone, effectivement, il y a 5 ans. Alors, le principe, c'est que des gens, des particuliers, peuvent prêter sur votre plateforme. Donc, c'est prêter, c'est pas donné, à des micro-entrepreneurs dans le monde. Donc, ils choisissent en fait les projets qui sont sur la plateforme et ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent à partir de 20 €. C'est ça la seule condition. On est vraiment dans l'essence du crowdfunding, donc le financement de projets en direct sur un site. Donc, les internautes viennent sur le site, choisissent des micro-entrepreneurs. On est présent dans 16 pays aujourd'hui, en France et dans 15 pays en développement. Donc, les gens choisissent le projet qu'ils ont envie de parrainer, c'est du parrainage, et avec leur carte bleue vont prêter. On prête, effectivement, on ne donne pas, on prête, on respecte l'esprit du microcrédit. On prêter tout ou partie de la somme nécessaire au financement du projet. Alors, il n'y a pas de retour sur investissement, par contre, c'est prêt à taux zéro. Oui, c'est une nouvelle forme de solidarité. On apporte de la ressource peu chère aux institutions de microfinance, ces fameux partenaires sur le terrain qui délivrent du microcrédit, qui font l'accompagnement social, etc. Donc, c'est une nouvelle forme de solidarité, effectivement, du prêt solidaire, sans rémunération, mais vous avez la satisfaction, en tout cas, d'avoir aidé quelqu'un, et surtout avec un effet de levier très fort, parce que vous allez prêter, par exemple, sur un projet à 6 mois, un projet sur 6 mois, je ne sais pas, dans un bidonville aux Philippines. Tous les mois, on va vous rembourser un peu de votre argent, et quand on vous rembourse votre argent, soit vous sortez votre argent, soit vous reprêtez à quelqu'un d'autre, et là, avec la même somme, vous allez pouvoir aider 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc, le cœur du truc étant le remboursement, et il s'avère que depuis 5 ans, on a 100% de remboursement. C'est la question que j'ai posée, justement, 100% de remboursement, c'est la meilleure des banques, au final. Enfin, bon, oui, quelque part, oui. Alors, c'est marrant parce que pendant la crise, il y a 3 ans, on a un luxembourgeois qui a prêté 100 000 € sur Babylone. On a des petits prêteurs, on a des très gros prêteurs. Et un jour, le mec m'appelle en me disant, mais vous êtes mon meilleur placement. Je dis, bah non. On n'est pas un placement, on est de la solidarité. Il me dit si, parce que dans toutes mes autres banques, je perds de l'argent et chez vous, je récupère mes billets. En plus, je suis hyper heureux parce que j'ai financé des centaines et des centaines de projets à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est pour le clin d'œil, mais il y a un petit peu de ça. Alors, on va passer aux questions des internautes. Donc, il y a Michel qui nous demande, donc là, c'est pour Henri, combien devient-on développeur en 9 semaines? Alors, je pense que c'était plutôt comment devient-on… On peut répondre deux questions, au combien et au comment. Oui. J'évoquais tout à l'heure, il y a des méthodes qui ont été déjà bien huilées aux États-Unis qui prouvent qu'on peut être développeur en 9 semaines. Les bootcamps, c'est ça, non? Les bootcamps, ouais. Et là-bas, c'est des populations de gens qui sont, disons, plus dans le cliché du développeur, donc blanc, éduqué, diplômé, qui va passer 9 semaines où il paye assez cher et ensuite il peut aller bosser dans une grosse boîte digitale, plus ou moins à la mode d'ailleurs. Et là, donc nous, on n'est pas parti sur 9 semaines, on est parti sur 6 mois. Donc on s'est dit que c'était possible si des gens normaux pouvaient le faire en 9 semaines, nous on pouvait le faire en 6 mois. Et comme la population à laquelle on s'adresse, on s'est dit qu'on n'allait pas non plus trop les brusquer parce qu'on est déjà hyper, entre guillemets, révolutionnaire parce que personne fait ce genre de truc. On s'est dit que 6 mois, ce serait largement suffisant. Deuxième question d'un internaute. Quel est le business model de Simplon? Comment la formation peut-elle être gratuite? Alors la formation n'est pas gratuite, elle est rémunérée. C'est-à-dire que qui rémunère? C'est des entreprises J'y viens justement. Donc il y a une des grosses spécificités qui fait aussi qu'on se distingue des bootcamps et qui fait qu'on est aussi dans cette fibre sociale et qu'on a cette sensibilité, c'est qu'on rémunère les gens qui viennent chez nous. Donc la rémunération se fait par plusieurs biais. Donc on avait fait justement des levées de fonds participatives. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de réitérer. Donc quand on commence une nouvelle promotion, de lever des fonds sur un projet, sur une personne par exemple.
avec un appel aux dons. Et puis des contributions du style un autocollant, un truc comme ça. Mais c'est pour dire j'ai participé au lancement de ce projet. Donc ça, c'est une des pistes qu'on a explorées et qu'on est en train de creuser. Une autre, ce sont des contrats de pro. Donc là, qu'on passe avec des entreprises partenaires. Donc nous, on s'occupe de la partie formation. C'est l'entreprise qui salarie la personne dès son entrée à Simplon. Et en fait, il rentre chez Simplon comme salarié d'une entreprise qui lui fait confiance et qui lui donne 6 mois pour apprendre à développer. Et puis dès qu'on estime que la personne est un petit peu... disons un peu habile déjà avec le code, on commence déjà à la mettre dans les pattes de l'entreprise parce qu'on se dit que c'est très bien que quelqu'un apprenne avec l'équipe le code pour qu'il puisse faire partie d'une équipe. Donc c'est des gens qui intègrent plutôt des PME, des startups, des TPE ou pourquoi pas des grosses structures, mais pour l'instant on n'est pas tout à fait là. Et enfin, la partie un peu plus on va dire importante en termes de masse, peut-être que c'est comme ça qu'il faut qualifier les choses, c'est du sponsoring. Donc ça, c'est du sponsoring pour le lancement des premières promotions. Donc c'est en attendant qu'on puisse asseoir pérennement notre business model qui est en train de se dessiner avec des contrats de pro et des levées de fonds participatives. D'accord. On va maintenant entrer dans les détails d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une vocation sociale. Donc si vous avez des questions sur Simplon ou Babylone, n'hésitez pas, c'est le moment. La première question, c'est évidemment, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut bien en vivre d'une entreprise à vocation sociale? Arnaud. C'est un grand sujet aujourd'hui. Alors j'imagine que ce n'est pas les mêmes niveaux de rémunération que dans votre ancienne vie de banquier. Quoique, je ne sais pas. Non, très clairement, non. Je n'ai pas tellement de secrets autour de ça. Ouais. Je gagnais à peu près 15 000 euros par mois. Je suis largement plus de 2 fois en dessous, très largement. Donc ça a compliqué ma vie personnelle, mais ça, c'est un autre sujet. Non, sur comment associer effectivement le social et l'entrepreneuriat, c'est un grand sujet. Voilà, certaines personnes disent que c'est une utopie, c'est deux notions qui sont contradictoires. C'est quelque chose à la fois aussi de récent et pas récent. En France, il y a 10% de l'économie qui est tournée autour de l'économie sociale, ce qu'on appelle l'ESS. Et il s'avère que depuis quelques années, il y a émergence d'un certain nombre de boîtes, donc des entreprises commerciales. Moi, je les appelle des ECS, des entreprises commerciales sociales, donc les ECS au sein de l'ESS. Donc des boîtes commerciales qui ont décidé de s'emparer de sujets sociétaux. Donc de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre l'exclusion, etc. Et il s'avère que quand on regarde les outils de traitement de la difficulté, de l'exclusion, etc., il y a un certain nombre de produits, de services qu'on peut décliner sous forme d'une entreprise commerciale, c'est-à-dire avec un modèle économique, avec des ventes de prestations de services, etc., avec des clients, comme pour les autres boîtes. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez récent. En fait. Vous prenez une commission sur les prêts, donc comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous rémunérez finalement? Oui, alors par exemple, Babylone, effectivement, il y a un modèle économique où chaque fois que l'internaute fait son prêt, il va payer en plus une petite commission. On a inventé le prêt payant, c'est pire que le prêt gratuit. Et ça marche, c'est ça qui est étonnant. Mais nos partenaires sur le terrain, les institutions de microfinance, payent un petit frais d'accès à la plateforme. On a du sponsoring, comme pour Simplon, on a du sponsoring. Donc il y a tout un tas de revenus. Et effectivement, il y a tout un tas de métiers qui peuvent générer un modèle économique. Je vais prendre des exemples, mais par exemple une boîte comme Microdon, moi que j'adore, qui est cette petite boîte qui fait de l'arrondi solidaire sur salaire, ou même là de l'arrondi solidaire en caisse de toute une chaîne de Franprix. Autour de ça, c'est une entreprise, ils peuvent générer un petit modèle économique, et puis ça devient une véritable entreprise. Et des exemples comme ça, il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, il y a une trentaine de boîtes, comme ça, que j'appelle là encore des ECS, donc des startups qui sont créées autour de sujets sociétaux. Et il y a plein d'idées, notamment dans le web. C'est là où on est quelque part de plus en plus des startups sociales. Il y a plein d'idées web qui sont réfléchis actuellement par des jeunes autour de l'impact social, etc. Moi, je rencontrais l'autre jour un jeune qui veut créer un site web pour connecter les étudiants avec la rénovation d'écoles dans les villages d'Afrique. C'est absolument génial et on est en train de réfléchir comment on pourrait aider ce jeune franco-béninois pour construire un modèle économique et en faire une vraie entreprise sociale, une start-up sociale. Ça c'est vachement intéressant. Toujours la question de l'argent. Quid des profits? Si, Simplon, vous n'avez pas encore, je vous venez de démarrer, donc est-ce que vous avez déjà pensé à la question de, si on gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui s'achète une Porsche en premier, c'est ça? Exactement, oui, comme tout entrepreneur. On est un peu sur, c'est pas pour rien que je suis avec Arnaud aujourd'hui ici, c'est qu'on est aussi, nous, une entreprise agréée économie sociale et solidaire. Donc il y a des principes que Arnaud a commencé à évoquer assez rapidement autour de on pourrait qualifier ça plus largement de bienveillance. Donc il y a une bienveillance dans le management, il y a une bienveillance dans la façon dont les salaires sont répartis, il y a une bienveillance sur plein de paramètres de gestion. Donc ça plafonne tout de suite les salaires qu'on peut se verser quand on monte une start-up qui fonctionne comme ça. Pour avoir le label économie sociale et solidaire, on a un encadrement de salaire, c'est ça? Il y a
la crédibilité d'être agréé économie sociale et solidaire, qui nous tenait à cœur parce que c'est dans le cœur de nos populations. Et pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, on a le même constat aussi. C'est-à-dire qu'il faut du web, il faut du social. Et donc l'idée, c'était aussi de dire à des gens qui sont dans des problèmes sociaux, entre guillemets, ou qui en tout cas sont sensibilisés à certains problèmes sociaux, ça peut être des porteurs de projets, de venir ici, donc à Saint-Plon, pour apprendre le code. Donc c'était prendre le web par le nerf de la guerre avec la programmation pour permettre à des gens justement de proposer des solutions de logiciels à des problèmes. Quoi. Et donc sur les profits, ils sont encadrés aussi. Comment ça se passe, Arnaud, vous Oui, dans ces entreprises sociales qui sont pour certaines agréées entreprises solidaires par l'État. D'ailleurs, l'agrément va être réformé dans le cadre de la nouvelle loi de Benoît Hamon sur l'ESS. Vous l'êtes en l'occurrence aussi. Oui, on l'est absolument. On est agréé entreprise solidaire. Il y a tout un tas de critères à respecter, dont un qui est ce qu'on appelle la lucrativité limitée, qui fait que l'entreprise, pour le jour où elle génère des profits, eh bien, ne peut pas distribuer extrêmement peu, mais distribuer ses profits à ses actionnaires. Donc c'est ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Il y a effectivement, comme tu disais, il y a des contraintes d'encadrement des salaires. La définition française de l'ESS aujourd'hui, c'est que le ratio, le tranche de salaire ne peut pas être plus de 10 fois, c'est-à-dire que le mieux payé de la boîte ne peut pas être plus de 10 fois celui qui est le moins bien payé. En fait, nous, par exemple, chez Babylone, on est allé plus loin. On s'est encadré à 5 fois. Donc, il y a ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance des salariés, c'est que les salariés doivent être associés à la gouvernance de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises sociales où les salariés sont actionnaires de l'entreprise. Donc, voilà, il y a tout un tas de critères qui fait que si vous en respectez un certain nombre, vous êtes agréé entreprise solidaire par l'État. Alors, on va passer à certaines questions d'internautes. Quand sont les prochaines sessions de recrutement chez Saint-Plon? Donc, la première promotion est... Elle a commencé. Enfin, les gens sont venus cet été en style coworking, venez avec votre ordi et puis on fait un peu de code ensemble et tout ça. Et ça a commencé officiellement au mois d'octobre. Donc c'est pendant 6 mois et la prochaine rentrée, il faut qu'on arrive à caler un petit peu nos dates parce qu'il y a énormément de choses qu'on découvre. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se dit qu'une semaine de perfectionnement ne serait pas malvenue. Pour l'internaute, il faut qu'il soit réactif. Mars-avril, il faut qu'il regarde sur votre site. Absolument, mais dès maintenant, ils peuvent commencer à nous envoyer des candidatures. Et puis on les traite, on commence déjà à faire notre sélection pour les prochaines promotions. Donc, très bien. Une question pour Arnaud de Ursule. Vous recrutez chez Babylone? Ça nous arrive, oui. Ça nous arrive. 10, c'est ça, on est 9 salariés aujourd'hui, donc il y a 9 salariés et quelques stagiaires. Mais on ne prend pas trop de stagiaires parce qu'on considère que ça doit être une vraie entreprise et il ne faut pas abuser justement des stagiaires. Je pense que c'est aussi une notion d'éthique que ce rapport entre salariés et actionnaires. Donc oui, on recrute, on a tout un tas de métiers chez Babylone. On a des gens qui s'occupent du terrain, donc qui s'occupent de l'analyse des institutions de microfinance avec lesquelles on travaille. Vous les sélectionnez, les projets que Bien sûr, on sélectionne les partenaires. Donc les institutions de microfinance avec qui on travaille, qui remontent un certain nombre de leurs clients sur le site. Donc il y a tout ce travail d'analyse, de relations terrain. Il y a évidemment du marketing, puisque on est une mécanique qu'il faut faire connaître du grand public. En plus, on a un petit boulet au pied par rapport aux autres plateformes de crowdfunding, c'est qu'on est la seule mécanique du crowdfunding où il n'y a pas d'autocollecte. Vous savez, sur le crowdfunding, c'est le porteur de projet qui fait son buzz, etc., qui ramène de la collecte. C'est pas la plateforme, en fait, fondamentalement. Nous, on ne peut pas, parce que le micro-entrepreneur dans un bidonville à Manille, il n'est pas connecté, il ne peut pas faire son autocollecte. Donc c'est vraiment pour nous un gros effort de marketing et de communication. Donc il y a des équipes là-dessus. Il y a de la finance, il y a la gestion d'une entreprise, des partenariats avec les entreprises. Donc ça fait effectivement un peu de gens à faire travailler. Demande, est-ce que vous êtes toujours avenue Foch? On n'est pas du tout avenue Foch. J'ai jamais été avenue Foch. Non, c'était par rapport à la banque, je crois. Oui, alors pardon, c'était la banque où j'étais, la dernière banque où j'ai travaillé, la banque Neuflis OBC. D'ailleurs, qui est devenue actionnaire, c'est marrant, qui est devenue actionnaire de Babylone. Elle vous a suivi dans l'aventure? Absolument, comme quoi il ne faut jamais se fâcher avec son précédent employeur. Donc c'était avenue Hoche, pas avenue Foch. Mais non, du coup, on s'est installé à Malakoff. Il y a Quentin de Babylone qui vient de répondre sur le chat, donc c'est très bien, c'est très connecté. Exactement, donc c'est amusant, c'est 3 fois moins cher et c'est très sympa dans une maison un peu start-up, c'est cool. Alors on commence à évoquer le sujet des investisseurs. Alors je reviens toujours sur cette question de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Qu'en pensent les investisseurs d'une entreprise sociale et solidaire? Est-ce qu'il y a des... Enfin, vous, comment est-ce que vous avez fait pour monter votre boîte? Est-ce que les investisseurs ont été au rendez-vous ou est-ce que c'était plus difficile que pour l'entreprise classique? Henri. De notre courte expérience, mais qui a été très intense parce que ça a à peu près un peu plus de 6 mois, simplement. Il y a toujours la période où on doit se serrer la ceinture au début et c'est un peu difficile, on est sur fonds propres et finalement on est un peu taré et on y va. Et puis ensuite, je pense que le fait qu'on fasse du web a beaucoup permis d'aller chercher des gens qui comprenaient ce qu'on faisait au-delà de la dimension sociale. Vous avez fait un prêt bancaire, c'est ça, non? On était sur un prêt bancaire pendant longtemps et on y est encore d'ailleurs. Donc il y a des choses qui sont
plus de la crédibilité d'abord sur la technique, j'ai envie de dire, et ensuite présenter la chose sociale, ou alors l'inverse, il y a aussi des gens qui viennent nous voir parce que la démarche leur plaît dans la dimension d'insertion. Et le banquier n'a pas tiqué quand vous lui avez expliqué le projet On a peut-être eu de la chance, je ne sais pas, mais comme quoi c'est aussi un discours qui est de plus en plus entendu, quoi. C'est-à-dire que monter une entreprise sociale, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va au casse-pipe, il a sa fleur au fusil, et puis voilà. Donc il y a quand même derrière un mouvement de fond qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est quand même là, bien présent et qui porte certains projets. Arnaud, alors on va parler d'abord du début, comment vous avez fait pour créer Babylone, et après on va parler de votre opération, le crowdfunding, finance le crowdfunding. Comment vous avez lancé Babylone? Est-ce que vous avez réussi à trouver des investisseurs ou des financiers pour vous aider un petit peu au démarrage? On est dans la contrainte des plateformes de financement participatif qui ont besoin de pas mal de salariés. Donc c'est un métier qui coûte cher au départ avant qu'il ne rapporte. Donc on est vraiment dans la problématique de la start-up qui lance un nouveau marché, qui évangélise son marché, ça coûte de l'argent, etc. Donc il fallait trouver effectivement des fonds. On a eu une chance, c'est que nous on avait un précurseur aux États-Unis. Et donc on s'est emparé de l'histoire du précurseur pour aller voir tout un tas d'investisseurs sociaux ou sociétaux en France pour leur dire on va lancer ça, c'est un truc, ça marche aux États-Unis, etc. Donc on a trouvé les premiers fonds comme ça. En plus moi j'étais banquier donc j'avais un petit réseau on va dire, donc je suis allé chercher certains de mes anciens clients, je leur dis allez sois sympa mais un petit ticket, etc. Néanmoins on s'est vite trouvé confronté à la problématique justement de l'entreprise sociale avec un modèle économique qui est long à monter en puissance, qui n'est pas garanti, etc. Qui fait que grosso modo le mec qui peut mettre 1 million d'euros dans une start-up classique, il regarde Babylone en disant ah et c'est super histoire mais bon du coup il met 100 000 balles quoi. Donc c'est un peu compliqué, je suis très jaloux moi de ma copine Céline Nazor chez Litchi qui fait un boulot incroyable, qui en deux ou trois actionnaires a trouvé je ne sais pas combien de millions d'euros. Moi j'en ai pour lever, on a levé 2 600 000 euros en 5 ans, on a 55 actionnaires. Donc c'est un petit peu la contrainte de l'univers social, c'est que les modèles économiques sont des modèles lents, difficiles à crédibiliser, qui fait que les actionnaires mettent de l'argent, parce que les gens ont envie d'investir dans le social, que ce soit des institutionnels, les ventures philanthropes, tout un tas de gens, ils ont envie très clairement, donc on est soutenu, mais ils mettent des tickets qui sont plutôt beaucoup plus petits que quand on est sur du business traditionnel. Et donc vous lancez là, ça vient de se lancer dans du financement participatif justement, le crowdfunding Finance Babylone. Vous êtes sur quelle plateforme Alors on est sur Anaxago. Anaxago. Ouais. En fait on s'est dit, mais après tout on a, puisqu'on fait un tour de table tous les ans, donc c'est une contrainte de l'entreprise, on s'est dit, on a aujourd'hui 27 000 membres. Donc aujourd'hui on a 27 000 Babyloniens qui sont des gens prêteurs qui nous adorent. Quand on fait des sondages, il y a 80% de taux de satisfaction. Enfin il y a vraiment une communauté, une affinité de tous ceux qui participent à Babylone. Et on s'est dit, mais après tout, pourquoi on ne leur proposerait pas également de devenir actionnaire? On a 55 actionnaires, il y a d'un côté les actionnaires, de l'autre côté les prêteurs. Pourquoi on ne ferait pas la jonction entre ces deux mondes pour rendre notre projet encore plus collaboratif, encore plus communautaire? Et donc on s'est dit, on va tester. Et on a fait un questionnaire, on a interrogé nos Babyloniens, comme on les appelle, il y a 3 mois de ça. On a envoyé un questionnaire qualité à tous nos Babyloniens en disant, notamment dans les questions, on avait dit, nous sommes une entreprise sociale, aimeriez-vous devenir actionnaire de Babylone? Et là, sur les questionnaires qu'on a reçus, on avait 32% de gens qui voulaient devenir. Moi, j'étais par terre. Donc, on a senti qu'il y avait cette adhésion. Du coup, on s'est dit, tiens, le crowdfunding aujourd'hui permet, avec des plateformes d'equity, comme WeSeed, Anaxago et les autres, donc on était assez proche d'Anaxago, qu'on a travaillé avec eux, on a préparé ce truc-là et on a lancé une opération de crowdfunding pour ouverture du capital grand public. Donc, on a lancé ça il y a une semaine et en fait, ça marche super bien. En une semaine, on est déjà à plus de 100 000 euros de promesses sur une campagne de 2 mois alors qu'on veut lever 300 000, donc c'est intéressant. C'est un beau succès. La réaction des proches quand on crée ce type d'entreprise, est-ce qu'on vous a traité de fou comme beaucoup comme beaucoup d'entrepreneurs? Je vais commencer par ma modeste expérience, après Arnaud pourra rajouter de la matière, je pense, parce qu'il a peut-être plus de... Mais oui, bien sûr, pour la faire courte, on passe un peu pour un fou. Et puis ensuite, quand on s'arrache, c'est pas pour rentrer dans les clichés, mais le fait de voir qu'on devient lourd et qu'on parle que de ça à tout le monde, les gens finissent par nous écouter. Et puis après, ça dépend aussi de la team qu'on arrive à assembler. Il y a des gens qui ont déjà fait ce genre d'expérience. Je pense que nous, c'était des amis de promo, c'est ça? Oui, je pense que la force de l'idée Simplon, c'est qu'il y avait une idée d'étudiant qui était assez sympa. Et il y a surtout un entrepreneur qui est venu en plus et qui a dit bon les gars, ça se passe comme ça maintenant, et ça aide énormément à voir qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que...
Parce que il y a évidemment le fait de passer pour un fou, donc il faut vite qu'on sente que c'est quelque chose qui tienne la route, quoi. Ouais. Arnaud, vous, alors j'imagine qu'au début le changement de vie a dû être. J'avais envie de sortir mon joker, mais j'en ai pas. Mais oui, évidemment, ça crée une rupture. Ça crée une rupture de vie, c'est évident. Hein. Je veux dire, vous avez une vie de famille, vous êtes banquier, gestion de fortune, ça se passe, c'est hyper confortable, etc. Puis d'un seul coup, vous balancez tout. Donc ça crée effectivement un choc, c'est évident. Après, voilà, c'est une question d'harmonie entre la vie personnelle et puis le projet. Vous y retrouvez plus, vous avez trouvé plus de sens dans votre vie actuellement. Évidemment. L'un de mes plus grands bonheurs, c'est quand mes enfants, au début de Babylone, se sont jetés sur le site en disant, ils avaient à l'époque, je sais pas, 8 et 10 ans, se sont jetés sur le truc en disant « Ah, c'est génial !» Ils ont commencé à fouiller, ouvrir leur compte, etc. Ouais. Donc ça a été ma grande satisfaction. Mais voilà, puis après on est tellement passionné par ce qu'on fait que je ne vais pas dire que le reste est accessoire, mais c'est impossible de s'arrêter. Et la question forcément, pourquoi ne pas avoir créé une ONG ou une association de manière plus classique? C'était pourquoi une entreprise finalement? Moi, je pense qu'au fond de moi, je suis entrepreneur, donc je n'avais pas du tout envie de créer une ONG, sauf le respect que je dois aux ONG. Là encore, j'ai lancé Babylone avec Acted, par exemple, mais j'avais envie de créer une vraie entreprise. Il s'avère que on s'est dit que le modèle du financement participatif de microcrédit pouvait être compatible avec une entreprise, donc c'est comme ça qu'on l'a lancé. Et en plus, on a été un petit peu aidé parce qu'au départ, on a demandé l'accord de la Banque de France, savoir si on avait le droit de lancer cette espèce de modèle un peu bizarre où on proposait aux internautes de prêter de l'argent, donc de se transformer en banquier quand même. Et à l'époque, l'AMF et la Banque de France nous avaient poussé à le faire en entreprise, parce que les réglementations sont plus précises sur des entreprises que sur des ONG. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a lancé comme ça et on l'assume tout à fait. Et on est d'autant plus aidé aujourd'hui qu'il y a un statut pour ces entreprises. Donc c'est une espèce d'entreprise hybride entre l'ONG et l'entreprise classique, qui est l'entreprise solidaire. Alors j'ai une dernière question là qui est un peu plus personnelle. Ça m'a toujours fasciné. Il paraît que vous prêtez beaucoup plus à des femmes qu'à des hommes. Le taux est assez incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles... Ouais, parce qu'elles sont plus sympas, elles picolent moins, elles vont moins à la guerre. Non, mais c'est un peu ça. En fait, c'est un sujet pas de Babylone. Je crois que c'est un sujet 80% des dans le monde. Dans le monde, c'est entre 75 et 80% de micro-entrepreneurs bénéficiaires de microcrédits qui sont en fait des micro-entrepreneuses. Et donc nous, on a souhaité respecter ça. Et donc on a demandé à nos partenaires sur le terrain de remonter effectivement 80% de projets femmes. Bon, mais le sujet, c'est ça, c'est le professeur Younous. 100% de projets qui ont été remboursés, c'est aussi ça peut-être la réponse. C'est la force, et voilà, mais puis sur le fond, c'est la puissance de ce microcrédit qui permet l'insertion de la femme dans des zones extrêmement pauvres. On a montré, c'est vrai qu'elle remboursait mieux que les mecs. Donc voilà, on est tout autour de ces sujets, mais ça en fait un outil très très féminin, effectivement. Très bien. Écoutez, merci en tout cas à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur cette émission Startup. Bon courage à vous pour Simplon, c'est pour la première promotion. Donc je rappelle la plateforme Anaxago si on veut participer au financement de Babylone pour la suite. Merci. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine pour une émission consacrée à l'entrepreneur Pierre Chapaz qui sera avec nous en plateau. Si vous voulez retrouver cette émission dès cet après-midi, vous allez sur Décideur TV, Madines, le site de la PCA ou sur celui de la Tribune. Vous retrouvez la vidéo dans son intégralité. Très bonne journée, très bon appétit et à la semaine prochaine.